Donc je vais consacrer mon propos de ce soir aux questions de gouvernance globale et je l'organiserai en 3 thèmes. Le premier, c'est la globalisation, et en particulier en ce qu'elle implique de la nécessité de nouvelles formes de gouvernance, au pluriel. Le deuxième thème sera consacré aux avancées et aux vicissitudes de cette gouvernance globale dans le monde contemporain. Et puis, enfin, j'essaierai de parcourir, dans un esprit académique et non pas partisan, quelles me paraissent être les pistes qui permettraient, dans l'avenir, de combler ce qu'il faut bien appeler un déficit préoccupant et peut-être même dangereux de gouvernance globale. Alors d'abord, pourquoi la globalisation implique-t-elle, à mon sens, de nouvelles gouvernances ? Qu'est-ce que c'est que la globalisation ? On pourrait passer des heures sur ce passionnant sujet. Je crois tout simplement que c'est la grande transformation du monde contemporain, c'est le rétrécissement de la distance, c'est l'intégration, c'est l'interdépendance d'ensembles économiques, sociaux, politiques, qui, pendant toute l'histoire de l'humanité, à quelques moments d'exception près, avaient vécu séparément les uns des autres. C'est Paul Valéry qui disait au début du XXe siècle « Le temps du monde fini commence », et je crois qu'il avait effectivement prévu l'ampleur de ce bouleversement, probablement pas sa vitesse, mais en tout cas son ampleur. Cette globalisation, pour faire simple, a 2 moteurs principaux. Je ne suis pas un marxiste total, mais à mon avis, il y a quand même quelques bons principes à respecter quand on analyse ces phénomènes. Le premier, c'est le progrès technologique, en ce sens qu'il écrase la distance, et donc les coûts de la distance. Et quand je dis coût, j'évoque immédiatement le second moteur, qui est le capitalisme de marché, en ce que ce système est efficace dès lors qu'il réduit des coûts de production de biens ou de services. Donc, le progrès technologique, le système économique dominant, qu'on l'aime ou pas, et c'est une affaire d'analyse et de jugement à la fois technique et politique, le capitalisme de marché. Alors bien sûr, il y a eu d'autres phases historiques de globalisation, en général provoquées par des révolutions technologiques, qu'il s'agisse de la marine à voile, quand on a commencé à pouvoir traverser les océans, qu'il s'agisse du passage de la marine à voile à la marine à vapeur, qu'il s'agisse du téléphone, de l'électricité. Je n'insiste pas, ce n'est pas la première phase de globalisation que le monde ait connue, mais c'est certainement la plus forte et la plus complète. Cette globalisation est une sorte de Janus. Elle a sa face souriante et elle a sa face grimaçante. Et je vais dire 2 mots de ces 2 faces avant de venir à la question du problème que l'articulation de ces 2 faces pose pour la gouvernance des sociétés humaines contemporaines. Nous connaissons la face souriante. La face souriante, c'est la croissance. C'est le fait que, en gros, depuis l'année dernière, les pays qu'on appelait les pays en développement pèsent plus que la moitié de l'économie mondiale, ce qui eût été
totalement inconcevable il y a encore 20 ou 30 ans, même avec les projections les plus dithyrambiques sur les progrès des pays en développement. C'est donc la croissance, c'est la formidable réduction de la pauvreté qui est intervenue au cours des dernières décennies, c'est cette émergence de classe moyenne qui était jusqu'à présent réservée aux sociétés développées, aux pays industrialisés, en gros au monde occidental, si on inclut le Japon dans le monde occidental, c'est la perspective d'une classe moyenne mondiale qui fera probablement de l'ordre de 7 milliards d'habitants en 2050, lorsque le monde aura 9 milliards d'habitants. La seule différence étant qu'aujourd'hui, avec une classe moyenne mondiale qui fait de l'ordre de 2 à 3 milliards de personnes, 60%, enfin les 2/3 sont dans les pays développés. En 2050, quand il y aura 7 milliards de personnes dans la classe moyenne, plus de 60% sera dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui les pays en développement. C'est une révolution à plein d'égards, et notamment parce que qui dit classe moyenne dit qu'on sort de la préoccupation de survie, qu'on sort de la pauvreté, qu'on est plus éduqué, qu'on est plus critique, qu'on a des choses qu'on a acquis et que l'on veut, que l'on possède et que l'on veut perpétuer. C'est donc un changement fondamental dans l'ensemble des sociétés. Et ceci a été permis et reste permis par l'économie de la globalisation, en ce qu'elle a ouvert des perspectives de croissance économique phénoménales pour ces pays. C'est aussi, et je ne veux pas être trop long, c'est aussi globalement une réduction de la violence mondiale, même si il subsiste des foyers ô combien préoccupants de violence locale. Nous savons en gros aujourd'hui que ce que l'humanité a subi dans des siècles précédents, et notamment au XXe siècle avec des conflits totalement mondiaux, est une perspective dont la probabilité est aujourd'hui devenue extrêmement faible, et ceci est à mettre à l'actif de cette interdépendance en ce qu'elle relie les sociétés, les économies, les pays, dans des conditions telles que en sortir par un conflit majeur serait formidablement coûteux. Donc ça, c'est pour la face souriante. On connaît aussi, à cette globalisation, une face plus grimaçante, c'est celle des instabilités, et on l'a bien vu avec la crise économique dans laquelle le monde a été précipité à partir de 2008, à partir d'un défaut de régulation, de gouvernance d'une industrie ou d'une activité qui était probablement la plus globalisée qui était la finance, mais qui n'était pas suffisamment régulée globalement pour que, localement aux États-Unis, il ne se produise pas une catastrophe qui commençait à contaminer largement l'ensemble de la planète. Donc ce sont des instabilités. C'est évidemment aussi une très forte croissance des inégalités. La réduction de la pauvreté absolue est un fait incontestable. Elle s'est faite, pour l'instant en tout cas, et d'ailleurs assez conformément à ce que disent les théories du développement, par une augmentation des inégalités qui, dans certains cas, produit des exclusions qui sont probablement plus marquantes qu'elles ne l'étaient dans des sociétés qui restaient des sociétés cloisonnées. C'est évidemment tout ce qui touche autour des maladies contemporaines, que ce soit des pandémies, des maladies transmissibles, que ce soit d'ailleurs maintenant des maladies non transmissibles, disons la corrélation entre l'obésité, la civilisation occidentale et son extension via les modèles consuméristes du capitalisme de marché à toutes les sociétés, nous le savons, provoque maintenant des problèmes de ce type. Et c'est évidemment, pour ne pas parler de sujets comme la corruption, c'est évidemment la question de la soutenabilité environnementale. Nous savons parfaitement, je crois en tout cas
pour 90% de ceux qui pensent à ces questions sur cette planète, que le modèle que la globalisation a renforcé, la vitesse de croissance économique, de production d'efficience, de production de biens et de services, a un impact environnemental dont nous savons qu'il n'est aujourd'hui plus soutenable, qu'il entraîne un stress sur un certain nombre de ressources, et notamment de ressources naturelles. C'est aussi un effet de la globalisation, de la force de ce vent de développement économique et social. Ce stress était d'ailleurs assez prévisible pour celles et ceux d'entre vous qui ont étudié ou étudieront, et je conseille vivement à la fois, et si possible ensemble, M. Ricardo et M. Schumpeter. Le premier vous dira que l'échange international et son développement est une source d'efficience, et donc de croissance, et donc de réduction de la pauvreté. Son collègue, un peu plus tard, vous dira que tout ceci se fait au prix de chocs qui remodèlent profondément les systèmes économiques et sociaux, et que ces chocs sont pénibles, et disons, si on prend une approche un peu plus politique pendant quelques secondes, on sait bien que cette pénibilité, elle est plus forte pour les plus faibles que pour les plus forts, elle est plus pénible pour les plus pauvres que pour les plus riches. Cette globalisation que je décris à grands traits, donc ses côtés positifs, ses côtés négatifs, pose en elle-même des questions de gouvernance. J'ai évoqué un certain nombre des équilibres ou des déséquilibres, non pas que parce que c'est l'œuvre de la globalisation, toutes ces questions doivent être pensées au niveau global. Une grande partie de la réponse politique, économique, sociale à cette grande transformation demeure de nature locale. Je pense notamment à la qualité des systèmes productifs, à la qualité des systèmes éducatifs, à la capacité de produire de l'innovation, je pense à la qualité des systèmes juridiques, je pense à la qualité des institutions. Si on regarde la planète, on trouve des pays, par exemple au sein de l'Union européenne, qui sont de ce point de vue-là tout à fait comparables dans leur exposition au grand vent de la mondialisation, et on sait très bien que certains ont mieux réussi que d'autres. Si certains ont mieux réussi que d'autres, ce n'est pas parce qu'ils avaient affaire avec une globalisation différente. C'était la même, ils y ont simplement réagi de manière différente en fonction de choix qui sont des choix domestiques ou nationaux. Donc une partie de la réponse à ces défis de la globalisation est du ressort de la gouvernance locale, mais une partie de plus en plus importante est du ressort de solutions globales. J'évoquais à l'instant la crise financière et, disons, la grande faille de régulation qui l'a provoquée. C'est un problème global. J'évoquais à l'instant les questions environnementales. L'incapacité de la société internationale à trouver, ne serait-ce que le début d'un accord sur la limitation des émissions de CO2 pour éviter que notre planète ne se réchauffe de plus de 2 degrés à 30 ou 40 ans d'ici, ce qui probablement, malheureusement, est déjà à peu près chose faite, provient d'un déficit de gouvernance globale. Quel que soit ce que chacun peut faire chez lui, chaque gouvernement peut faire dans son pays pour verdir une économie qui en a bien besoin, s'il n'y a pas un accord général sur la réduction des émissions de CO2 et si les Américains, les Chinois, les Européens, etc., ne se voient pas contraints par des disciplines globales, alors nous savons que ceci ne se passera pas. Et donc il y a un champ très important de la maîtrise de cette globalisation, d'un point de vue humaniste, qui repose sur l'existence ou non
de systèmes de gouvernance globale, de coopération internationale, de régulation et de discipline. Et c'est là que j'en viens à mon deuxième point, qui, au fond, consiste à essayer d'explorer ce qui, je crois, demeure un déficit préoccupant de gouvernance globale. Non pas qu'il n'y ait pas un système international, non pas qu'il n'y ait pas un système global. Un système international a vu le jour petit à petit, depuis en gros un peu plus de 150 ans, mais il est encore très imparfait et il n'est pas global. Il est peu global, il reste international. Inter-national entre nations. On l'appelle international, et en l'appelant international, on le désigne comme ce qu'il est, c'est-à-dire un système westphalien, depuis qu'il a été, disons, imaginé et mis en musique, en écrit et en musique par la paix de Westphalie en 1648, qui a été un progrès considérable, parce qu'en gros, on a dit on ne va plus se faire la guerre pour des raisons de religion, on va se faire la guerre parce que chaque État est souverain et a le droit de défendre sa souveraineté territoriale. C'est la base du système international aujourd'hui. La théorie du système international aujourd'hui n'est pas une théorie globale. C'est une théorie locale qui s'appelle la souveraineté des États-nations. Un État-nation est souverain et il peut choisir ou non d'accepter, d'entrer dans des contrats avec ses semblables, autres États-nations, comme un individu peut accepter d'entrer en une relation contractuelle entre deux personnes, qu'il s'agisse d'affaires civiles, d'affaires familiales ou d'affaires patrimoniales ou de business. Donc, ce système repose sur la souveraineté de l'État-nation. C'est la base théorique de tout ce que le droit international a construit, en gros, depuis 150 ans, soit pour des raisons techniques. Pensons à la création à l'époque, à la fin du XIXe siècle, de l'Union postale universelle ou de l'Union télégraphique universelle. Il fallait bien une chambre de compensation pour les timbres, quand on envoyait une lettre au-delà des frontières. Il fallait bien gérer les télégraphes à partir du moment où l'électricité permettait de passer des messages au-delà des frontières, soit pour des raisons autres, et notamment à l'occasion de ces deux catastrophes majeures que le XXe siècle a connues et qui sont les deux conflits mondiaux. Du premier est sortie la Société des Nations, avec l'échec qu'elle a connu, mais disons, l'idéologie qui a vu la création de la Société des Nations, de l'Organisation internationale du travail, à l'époque, était une idéologie qui voulait passer au-delà de l'international, et d'ailleurs, l'Organisation internationale du travail, et il est de ce point de vue-là à la fois intéressant, remarquable et très dommage qu'elle soit restée la seule de ce type, c'est la seule organisation qui n'est pas seulement entre États, qui est aussi tripartite. Elle est en son membre et y opère ensemble des États, des organisations patronales et des organisations syndicales. C'est la seule. Ou, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec l'Organisation des Nations Unies, avec les organisations de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, le GATT puis l'OMC qu'on peut ranger dans cette catégorie, avec, disons, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est quelque chose, effectivement, qui va un peu au-delà de l'international. Les États acceptent qu'il y a un certain nombre de concepts communs par lesquels ils se sentent liés, qui vont un peu au-delà de ce qu'on appelait
le jus cogens chez les juristes, c'est la création de la Cour pénale internationale, par exemple, qui est une avancée dans, disons, la globalisation du droit, et c'est, par exemple, tout ce qui est intervenu à l'OMC en matière de règlement des différends, puisque pour la première fois, on a confié à une organisation internationale un règlement des différends contraignant. Jusqu'à présent, et en dehors de cette exception, la juridiction internationale n'est pas globale. Elle est internationale. Si deux pays se font un procès devant la Cour de la Haye pour une question de délimitation de frontières, ils vont saisir la Cour de la Haye va se prononcer, mais chacune des deux parties garde le droit ou non d'accepter la sentence de la Cour. Rien n'oblige, dans le système actuel aujourd'hui, une partie qui perd un procès international devant la Cour de la Haye à accepter de mettre en œuvre la sentence en question. Encore une fois, l'OMC, de ce point de vue-là, étant une exception. Donc il y a des éléments qui se sont construits petit à petit, mais ces éléments sont pleins de trous. J'ai parlé déjà 2 fois de la crise financière, parce que c'est quand même une expérience récente et somme toute assez parlante, mais c'est le cas, ou ça a été le cas très longtemps, et disons, parlant à Genève ce soir, je dois prendre quelques précautions, mais enfin en matière de fiscalité, par exemple, où on ne peut pas dire que les règles globales aient été très sophistiquées, en tout cas jusqu'à une date récente où ça commence à changer. C'est le cas, par exemple, en matière de migration. Nous savons que cette planète comprend des flux migratoires très importants, historiquement d'ailleurs pas forcément les plus volumineux, mais nous savons que ces migrations ne font l'objet que, disons, d'un code de conduite ou de règles internationales extrêmement ténu. Plus préoccupant peut-être n'est pas le côté imparfait de cette construction, un peu baroque par divers bouts, des organisations internationales, des traités, des déclarations, des chartes, des codes de conduite, mais le fait que, en gros, depuis le milieu des années 90, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin, en quelque sorte, en prenant le temps de finir le sillage historique de cet événement majeur, ce système international classique est quasiment pas progressé. Hein? En dehors de la transformation qui est advenue au Conseil des droits de l'homme, qui est une réforme plus récente, et c'est après tout un remake de ce que c'était avant, avec des procédures un peu différentes. Si on regarde la vie internationale, la construction d'un système international depuis le milieu des années 90, il ne s'est rien passé. Hein. Le dernier grand épisode ayant été la création de la Cour pénale internationale. Alors pourquoi ? Pourquoi, au fond, alors que les enjeux globaux deviennent de plus en plus importants, pourquoi ce système ne parvient-il pas à hisser sa gouvernance au niveau qui serait nécessaire pour traiter ces problèmes communs ? La réponse à cette question tient dans des difficultés tout à fait spécifiques à la gouvernance globale, opposées ou comparées à la gouvernance locale, disons pour faire simple, à la gouvernance nationale. Qu'est-ce que c'est qu'un système de gouvernance ? Et c'est vrai au niveau global, c'est vrai pour les affaires politiques, publiques, c'est vrai dans une entreprise, c'est vrai d'ailleurs aussi au club de boules du coin. C'est un système d'articulation d'un pouvoir qui produit du leadership, de la légitimité, de l'efficacité et de la cohérence. Je simplifie, c'est un peu le sort de leçons de ce type qui sont contraintes par le temps. Si l'on prend ces 4 critères, la gouvernance internationale n'est pas bien
Leadership, qui est le leader? On ne sait pas. En dehors de l'hypothèse d'une superpuissance, ce qui n'est pas forcément, disons, le système de pouvoir le plus recommandable. Est-ce que c'est un club? Est-ce que c'est une majorité? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Identifier le leader, qui est fondamental dans la mise en place, le fonctionnement et la reconnaissance de systèmes de pouvoir, point d'interrogation. Plus grave, sans doute, la question de la légitimité. Un pouvoir, quelles que soient les théories politiques qu'on a, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'une des caractéristiques principales d'un pouvoir, c'est sa légitimité. Hein, c'est le fait que lorsqu'il s'exerce, il s'exerce sur une communauté d'individus qui acceptent que cette contrainte, ce pouvoir, est légitime. Et il est légitime au nom du fait que s'il n'y avait pas de pouvoir, cette communauté irait moins bien que s'il y en avait un. Hein, donc c'est très lié à un sentiment d'appartenance, à un sens communautaire. Or, dans le système international, ce sens d'appartenance qui justifie la légitimité n'existe pas ou très peu. Il y a sûrement quelques citoyennes et quelques citoyens du monde, et il est bon de les célébrer, de leur donner des prix de temps en temps, mais force est de constater que ça n'est pas de très loin la majeure partie de l'humanité, et pour des raisons qui sont de bonnes raisons. Hein, le fait que la légitimité soit une fonction inversement proportionnelle ou même exponentielle à la distance de l'individu est un principe qui, de mon point de vue, mérite d'être reconnu. C'est ce fameux principe de subsidiarité. Le pouvoir doit être exercé aussi près que possible de ceux ou de celles auxquels qu'il doit servir en tant que pouvoir, et donc forcément priorité, primauté au local. Tout ça est très juste. Il n'empêche que, et en particulier dans une planète qui se globalise et qui désormais est finie, il faut une place dans la subsidiarité pour des pouvoirs globaux. Or, si le sentiment d'appartenance n'est pas là, alors la légitimité d'un pouvoir global ne sera pas là. Alors, je connais, et j'ai beaucoup pratiqué, comme ça a été gentiment dit tout à l'heure, je connais la réponse des juristes à cette question. Pas de problème. Les États-nations sont légitimes, et donc ce que les États-nations décident de faire ensemble est donc légitime. Il y a transitivité de la légitimité. Sur le plan théorique, ça marche. Pour des juristes, pour des constitutionnalistes, ça marche. Le problème, c'est que pour les gens, ça ne marche pas. Cette idée d'une légitimité secondaire, dérivée d'une légitimité primaire, qui est la légitimité nationale, qui est celle du maire, celle du président de la région, celle du gouvernement d'un État, cette idée que, parce que ce sont les gouvernements des États qui bricolent ensemble un gouvernement global, ou disons ce qui en tient lieu, il est légitime, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que, tout simplement, le sentiment d'appartenance n'est pas là. L'idée qu'on est sur le même bateau, qu'il faut des règles collectives, et que si ces règles ne sont pas appliquées par l'un des membres de l'équipage, alors c'est l'équipage dans son entier qui est en danger, cette conscience-là n'existe pas au niveau de l'humanité, donc inévitablement fort déficit de légitimité. Cohérence, malheureusement, même s'il est difficile de penser in abstracto à une autre formule, cohérence très compliquée. Ce système international, et notamment les organisations internationales qui sont en charge de gérer ces contrats, de mettre en œuvre ces disciplines, de surveiller ces régulations, sont spécialisées. Il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a le commerce, il y a le travail, il y a les affaires financières, il y a les affaires de développement.
Et là aussi, la théorie westphalienne, qui veut que, puisque par définition les États-nations sont cohérents, puisqu'ils ont leur propre souveraineté pour déterminer ce qui est cohérent, ce que font les États-nations ensemble dans ces organisations est donc ipso facto cohérent, parce qu'il y a transitivité de la cohérence comme il y a transitivité de la légitimité, alors là, pour le coup, ça ne marche absolument pas. Combien de fois est-ce que, dans les praticiens du système international, et effectivement j'en étais un pendant un certain nombre d'années, prennent un État à dire quelque chose dans une organisation et autre chose dans une autre, et quand on a l'audace, même mesurée diplomatiquement, de leur faire remarquer, on nous répond « ça n'est pas votre affaire. La cohérence, c'est nous qui décidons ce qui est cohérent et ce qui n'est pas cohérent. » Et j'ai même entendu des diplomates chevronnés, que je ne citerai pas, me dire que la souveraineté, c'est le monopole de l'incohérence. Dans ces conditions, difficile de donner à ce système de gouvernance internationale des éléments de cohérence, sauf via des structures informelles comme le G8 et le G20, sur lequel je reviendrai rapidement, sauf une instance absolument inconnue qui s'appelle le Chief Executive Board des Nations Unies, où siège, et où j'ai siégé pendant mes 8 ans de mandat à l'OMC, autour du secrétaire général des Nations Unies, les dirigeants des principales organisations internationales, sauf qu'il faut faire ça discrètement parce que nous voulons tous éviter que les membres des organisations internationales que nous dirigions, ou que nous dirigions à l'époque, nous demandent des comptes sur ce que nous fabriquons de cohérence à l'intérieur de ce Chief Executive Board. Pour eux, c'est quelque chose d'assez suspect, des fois que, au nom d'une existence institutionnelle, se fabriquerait à un certain niveau une cohérence dont ils n'ont pas le contrôle intégral. Quant à l'efficacité, j'y passe rapidement. Les bureaucraties nationales ont parfois du mal à être efficaces. Les bureaucraties internationales sont des bureaucraties nationales au cube, en tout cas au carré, dans leur capacité à, disons, obéir à ce que Crozier disait d'une bureaucratie, c'est-à-dire que c'est une organisation qui emploie plus de 50% de ses ressources à transacter avec elle-même. Si c'est la moyenne de toutes les organisations, nationales et internationales, la moyenne internationale, je peux vous dire, est nettement au-dessus, à quelques exceptions près, et notamment à l'OMC, que j'ai eu la chance de diriger, donc j'ai eu la chance d'être directeur général en titre, comme on dit souvent, assez général, pas tellement directeur, pendant un certain nombre d'années. Et donc, tout ceci aboutit à une faible capacité d'exercer une gouvernance. Les raisons que je viens de donner rapidement sont finalement des raisons assez objectives. On peut trouver ça bien ou pas bien, mais ce sont des choses assez lourdes. Et c'est d'ailleurs pour ça que, disons, la thèse actuelle, si je prends les derniers, et je vous conseille de les lire à l'occasion de ces cycles d'études, quel que soit votre niveau. Les dernières publications sur ces questions de gouvernance globale, très bon bouquin de David Held qui s'appelle Gridlock, un très bon bouquin un ancien diplomate singapourien qui dirige la Lee Kuan Yew School of Public Policy à Singapour qui s'appelle Kishore Mahbubani, un assez bon bouquin de Ian Golding, qui est un ancien de la Banque mondiale et qui dirige maintenant un collège interdisciplinaire à Oxford. En gros, la convergence académique pour l'instant, c'est impasse, gridlock, c'est coincé. Et d'ailleurs, il suffit de voir, pour ne prendre qu'un exemple,
ce fameux problème de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, qui réunit un certain nombre de membres des Nations Unies, un board, un bureau, un conseil d'administration qui tourne, sauf qu'il y a 5 membres permanents du décret d'histoire, c'est-à-dire les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et que ces 5 membres permanents se sont arrogés à l'époque un droit de veto. Nous savons parfaitement que ce droit de veto est probablement totalement dépassé par rapport aux réalités de la globalisation. Nous savons parfaitement que la distribution de ces droits de veto entre les Américains, les Russes, les Chinois, les Français, les Anglais correspond à une réalité historique extrêmement datée, et que dans le monde d'aujourd'hui, on voit pourquoi l'Inde ou un certain nombre de pays africains, voire le Brésil ou l'Indonésie ou la Turquie, ne bénéficieraient pas de ce privilège. Je n'insiste pas, il est de notoriété publique que toutes les tentatives qui ont été faites pour s'extraire de cette matrice historique datée ont échoué parce qu'il y a évidemment des privilèges auxquels il est difficile de renoncer. Et il a fallu la violence de la crise financière et économique pour que le G8, qui avait été créé en 1974, disons dans sa fonction G5, et qui s'était perpétué en tant que G5, puis G7, puis G8, jusqu'il y a quelques années, c'est-à-dire en gros pendant pratiquement 35 ans, sans bouger, avec l'inclusion de la Russie, se transforme en G20. J'ai été Sherpa 10 ans, j'ai été le longest serving Sherpa de toute l'histoire du G7 ou du G8 du temps où je dirigeais le cabinet de Delors à Bruxelles. Nous savions tous, au milieu, à la fin des années 80, a fortiori au milieu des années 90, que c'était une structure historiquement condamnée. Il a fallu un choc énorme, une crise gigantesque, pour que émerge l'idée que, quand même, si la Chine, l'Indonésie et quelques autres étaient à la table, ce serait peut-être quand même plus représentatif pour un groupe qui se veut le principal forum informel de coordination en matière économique dans le monde. On remarquera, et c'est mon dernier point sur cette deuxième partie, on remarquera que l'essentiel des avancées qui a été faite à cause de crise. Elles ont été faites parce que ces crises, que ce soit des guerres mondiales, que ce soit la crise comme celle dont on essaie péniblement de sortir, en tout cas en Europe, sont des fabricateurs, des machines qui fabriquent de l'énergie politique, et qu'il faut une énorme énergie politique pour surmonter les réflexes, les habitudes, les intérêts du monde westphalien tel qu'il avait été structuré, en tout cas intellectuellement, puis juridiquement, puis pratiquement, en 1648. Nous célébrerons en 2048, pour ceux d'entre nous qui seront encore vivants à cette époque, nous célébrerons les 400 ans du système westphalien si rien ne change d'ici là. Et il paraîtra alors absolument évident qu'entre ce que sera la planète de 2048, dont je vous donnais 2-3 caractéristiques démographiques il y a un instant, et ce système, la contradiction est devenue flagrante. Alors, dernier point, avant qu'on passe à quelques questions-réponses. Dans ces circonstances, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il y a comme piste pour essayer de traiter ce problème de déficit de gouvernance? Et là, je passe à une approche un peu plus académique pour être sûr de balayer un champ très large. Je sors de l'expression ici et là de telle ou telle préférence personnelle.
si on regarde la littérature sur ces questions, et si on regarde l'expérience, et il est bon d'avoir les deux approches, qui sont assez rares d'ailleurs, les deux, hein, les concepts, la capacité d'analyser, de passer à des choses abstraites pour simplifier, et puis la pratique de tous les jours dans la salle des machines. Il y a en gros 4 grandes familles de pistes, de solutions. Il y a les solutions westphaliennes, il y a les solutions post-westphaliennes, il y a l'approche par l'intégration régionale, qui est un peu plus pragmatique, et puis il y a, et je la vois se développer avec intérêt, il y a au fond le retour au local, qui consiste à traiter localement des questions globales. Les solutions westphaliennes, vous les déduirez assez simplement de la description très rapide que j'ai faite de l'élaboration du système international. C'est davantage de droit public international, ce sont davantage de règles, de traités, de contraintes que ces molécules westphaliennes acceptent entre elles. C'est tout ce qui tourne autour de la règle de droit, disons de la régulation au sens large, tout en sachant, et c'est une expérience que j'ai faite à l'OMC et qu'on fera dans d'autres domaines, mais peut-être le domaine du commerce international, de ce point de vue-là, est-il le précurseur, qu'un certain nombre de ces règles deviennent difficiles dès lors que l'interpénétration s'accroît. Un certain nombre de ces règles ont en général aussi pour vertu d'isoler, de cloisonner, de faire un peu des interfaces entre les systèmes juridiques. Or, la globalisation, telle que je l'ai rapidement définie, elle n'autorise plus ces interfaces, ces tampons, ces coupes-circuits. Si je prends l'exemple du droit commercial international, de ce qui se passe à l'OMC, quand il s'agissait de réduire les droits de douane, ça allait une bonne négociation, une bonne nuit de négociation. Si vous produisez des vélos et moi de la ferraille, on va assez vite se mettre d'accord sur le fait que si vous achetez votre ferraille moins cher, vous ferez des vélos moins chers, et que moi, du coup, je vais acheter vos vélos moins chers, et donc je n'ai pas intérêt à mettre des droits de douane sur vos vélos. Ça va assez vite de soi. Dans le monde actuel, dans une certaine mesure, et futur de la négociation commerciale, ce sont des différences réglementaires qui sont des obstacles au commerce. C'est la sécurité des jouets, c'est la mise en marché des médicaments, c'est les règles prudentielles en matière de banque et d'assurance, c'est la traçabilité des produits, c'est est-ce qu'on met des OGM ou pas, c'est les problèmes de protection des données privées à l'occasion des flux d'échange de services, qui sont des choses beaucoup moins objectives que des droits de douane, et au fond dont l'objectif est de protéger le consommateur et pas le producteur. Alors, protéger le producteur, on savait faire. Comment articuler des préférences différentes pour la protection du consommateur? Là, on voit bien qu'on rentre dans des domaines où des systèmes économiques et sociaux, des cultures, ce que j'ai appelé, quand j'étais commissaire européen, et je peux maintenant reprendre ce vocable, maintenant que je ne suis plus DG de l'OMC, des préférences collectives. Et là, l'intégration par les marchés oblige à aborder des questions de préférence collective. J'ai souvent cité, je ne veux pas être trop long, ce récent procès qui a démarré à l'OMC entre le Canada et l'Union européenne, l'Union européenne ayant interdit l'importation de viande de phoque parce que les bébés phoques sont aux yeux des Européens exploités, tués dans des conditions qui ne collent pas avec l'idée que les Européens ont du bien-être des animaux, les Canadiens considérant que, après tout, les Inuits ont vécu comme ça pendant des siècles, qu'ils ont leur propre mode de prélèvement sur ces populations de phoques, que tout ça tient tout à fait dans un écosystème, et que par conséquent, que les Européens imposent leurs préférences en matière de bien-être des animaux aux Inuits qui ne sont pas européens, et a priori n'ont pas tellement de raison de partager les valeurs de la civilisation européenne, passer par une mesure commerciale pour imposer ça aux Inuits est quelque chose qui n'est pas juste. Je ne prends pas parti, pas plus maintenant qu'avant, mais on sent bien que c'est pas tellement
le volume du commerce entre le Canada et l'Union européenne en matière de fourrure ou de viande de bébé phoque, qui est un problème global. Ce qui est un problème global, c'est l'expression de cette différence de perception qui est une différence de valeur. Et donc, les instruments classiques ne vont pas, quels que soient les progrès, et peuvent être là, même lents, ne vont pas faire l'économie de ces différences qui commencent à toucher au cœur de ce qui fait l'identité des individus, des civilisations, des pays, des communautés, qui sont des systèmes de valeurs. Alors, on peut aussi, dans ce domaine, faire des tas de progrès sous forme plus soft, pas forcément hard law, avec des mécanismes qui, en quelque sorte, font un peu de judo avec le système westphalien, avec la fierté westphalienne. Par exemple, tous ces classements. Le classement international de Transparency International, qui publie tous les ans un index sur quels sont les pays qui corrompent le plus et quels sont les pays les plus corrompus. Bon. Là, les États, ils voient leur nom sur une liste. Même westphalien, c'est un problème. Monsieur Mo Ibrahim a un prix, il a fait une bonne fortune dans les télécoms, c'est un Africain, et il a mis un prix qui donne un prix aux leaders africains qui sont les meilleurs du point de vue des canons de la bonne gouvernance. Alors tous les ans, il donne un prix, puis des fois, des années, il ne donne pas de prix. Et quand Mo Ibrahim ne donne pas de prix parce qu'il n'y a pas de leader africain qui colle avec les critères du prix, on dit quand même, là, il y a un problème. Donc ça, ce sont des choses qui, surtout dans l'univers, si je puis dire, médiatique d'aujourd'hui, sont des choses qui peuvent être très efficaces en matière de gouvernance. Tout ce qui tourne autour du monitoring, tout ce qui consiste à créer, et j'utilise un mot anglais parce que les mots français sont pas bons pour traduire ça, tout ce qui consiste à créer de l'accountability pour en quelque sorte trouver une forme d'appel à la légitimité via un appel à la responsabilité. Et ça a été l'entreprise des objectifs du millénaire, qui a été, de mon point de vue, un grand succès. J'ai assisté, par exemple, la dernière fois qu'il y a eu une grande revue globale aux Nations Unies en 2010, j'y étais comme un certain nombre d'autres dirigeants d'organisations internationales. Le plus important, c'était que les dirigeants des États sont venus à la tribune de l'ONU pour dire « Moi, j'avais ça, eh ben, je l'ai fait ». Alors, évidemment, ils insistaient plus sur ce qu'ils avaient fait que sur ce qu'ils n'avaient pas fait, mais enfin, le public qui était là, lui, est capable de faire la différence. Voilà quelque chose qui est de l'ordre de la gouvernance globale, parce que ça met en mouvement de l'énergie politique, sans passer, ou plus exactement, en court-circuitant le système westphalien. Il y a ensuite une deuxième famille de solutions qui sont les solutions que j'appelle post-westphaliennes, et qui consistent, par exemple, à créer un espace juridique et politique supranational. C'est tout le sens de l'entreprise européenne, dont je ne parle que de ce point de vue, et à dessein. C'est le seul système non national qui est sorti vraiment de l'international. Les Européens ont créé un espace juridique, politique, animé, contraignant, qui n'oblige pas, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, à repasser dans le système westphalien du « ah ben, faut un traité, parce que ça, c'était pas prévu, et donc il faut ajouter une couche de traité pour créer des obligations. Sinon, Westphalie ». Les Européens ont franchi cette barrière des espèces, sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel, sur le plan politique. La vérité étant que, est-ce que c'est vraiment un succès ? Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas aujourd'hui si cette mutation des espèces dans la gouvernance a vraiment pris racine, si on peut la considérer définitivement comme une nouvelle forme de gouvernance ou non, et notamment autour de tout ce qui tourne, quel que soit le côté très approximatif de ce vocable, du déficit démocratique européen. Ce qui est probablement vrai, c'est que tout ce qui a été fait très bien du point de vue des canons de la gouvernance n'est pas encore habité par un sentiment d'appartenance suffisamment fort pour que
Par exemple, les Européens participent aux élections européennes dans les mêmes proportions qu'ils participent aux élections nationales. On retrouve là le déficit de légitimité. Il y a plus de participation aux élections municipales qu'aux élections en France, par exemple, à la Chambre des députés. Il y a plus de participation aux élections à la Chambre des députés qu'il n'y a de participation aux élections européennes. On retombe sur ce problème de légitimité. Et c'est ce que Barnaby, qui, comme souvent d'ailleurs, les grands observateurs de la chose européenne, que ce soit des Stanley Hoffman ou des Barnaby, ont souvent le regard plus perçant, plus cru, c'est ce qu'il a appelé l'Europe frigide. Hein, c'est-à-dire, il y a tout ce qu'il faut en théorie, mais en réalité, ça ne marche pas. Et là, il y a un vrai problème qu'il faut creuser, car l'Europe demeure le principal laboratoire d'une gouvernance qui ne soit pas en principe westphalienne. Et puis toujours dans les solutions post-westphaliennes, il y a aussi une tentative, un filon, que je vous conseille aussi d'explorer dans ce nouvel institut, qui consiste à essayer de remonter en amont vers les systèmes de valeurs, vers ce que j'appelais tout à l'heure les préférences collectives, en partant de l'idée qu'au fond, peut-être le déficit principal de gouvernance vient-il du fait que les membres de la société mondiale n'ont pas les mêmes préférences ou les mêmes valeurs, et que tout ce qu'on peut dire sur les institutions, sur les mécanismes, sur les procédures, tout ça, c'est de l'ordre du hardware. À la limite, ça pourra toujours s'arranger, mais si le software n'est pas là, alors on ne peut pas bâtir un système de gouvernance sans l'explicitation d'un certain nombre de valeurs communes. Et ça, c'est pareil dans toutes les sociétés humaines, hein. On est tous en faveur de la liberté, et on est tous en faveur de la sécurité, et on est tous en faveur de la croissance, et on est tous en faveur de la justice sociale. Simplement, selon nos préférences politiques, selon nos appartenances nationales, selon nos philosophies ou nos approches spirituelles continentales, on ne va pas mettre le même coefficient. Hein, moi, je suis plus pour la liberté que pour la sécurité, mais vous êtes plus pour la sécurité que pour la liberté. On n'est pas d'accord. Dans les systèmes nationaux, il y a des processus pour se mettre d'accord. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas, en dehors, en gros, de la Déclaration des droits de l'homme, enfin, qui reste quelque chose d'assez général et interprétable, il n'y a pas de processus qui, aujourd'hui, traite cette question de la convergence des préférences collectives. Alors, c'est évidemment quelque chose de très très difficile, parce que ça suppose, un, la reconnaissance des différences, deux, la connaissance de ces différences, et trois, une capacité à discuter, je dirais presque même à négocier ces différences. Et on sait très bien que négocier des rêves et des cauchemars, on entre là, disons, dans une zone dans laquelle l'humanité d'aujourd'hui n'est pas en dehors de quelques très bons spécialistes. Moi, si je fais le tour du G20, des dirigeants du G20, et que je leur fais une interro écrite sur le confucianisme, je peux vous dire, le résultat sera catastrophique. Ils ne se connaissent pas. D'ailleurs, on voit très bien que dans l'interaction qu'ils ont, il leur manque une grande partie de capacité d'interagir avec leur père, qui vient du fait qu'ils ne savent pas d'où viennent, où vont, quels sont, encore une fois, les rêves et les cauchemars de leurs collègues. L'approche régionale, je n'insiste pas, on la trouve à beaucoup d'endroits de cette planète, elle n'est pas post-westphalienne au sens européen, hein, c'est la communauté d'États d'Amérique centrale, le Mercosur du temps où le Mercosur avait encore un peu d'existence, ce qui, je crains, n'est plus le cas maintenant, l'ASEAN, les intégrations sous-régionales en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique centrale, sont des approches non pas post-westphaliennes, ou plus exactement, certaines le sont un peu sur le papier, mais sûrement pas dans la pratique, mais sont des approches finalement assez pragmatiques qui, un peu à la Monnet, à la Schuman, surfent sur les questions d'intégration économique pour créer de l'intégration politique.
Et puis enfin, il y a l'approche locale, celle qui, au fond, reconnaît la préférence à la légitimité locale, celle qui part du principe que, moi-même, et je l'ai déjà dit d'ailleurs à plusieurs reprises en public, j'ai évolué sur ces questions, qu'une partie de la solution ne consiste pas à globaliser des problèmes locaux, mais à localiser des problèmes globaux. Parce que c'est là, c'est dans la légitimité citoyenne que se trouve la solution via des systèmes de pouvoir. Et on sait, prenons un exemple comme le sida, qui a été un grand défi global du temps de la globalisation, et je ne dis pas que cette question est résolue, loin de là, mais elle a fait des progrès, non pas parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est mis d'accord là-dessus, non pas parce que le G8 ou le G20, qui n'a jamais parlé de cette question, étrange, d'un certain point de vue, pour un défi pareil pour l'humanité, mais parce que la société civile, des entreprises, des villes, se sont coalisées à plusieurs reprises, parce qu'il y a eu un gros travail d'information et d'animation de la société civile, il y a eu une forme de réaction politique, il y a une forme de pression sur ce qui était fait ou pas fait par les dirigeants nationaux. Et là, je crois qu'il y a notamment, grâce à la technologie, grâce à la puissance des réseaux, et notamment des réseaux sociaux, grâce à tout simplement Internet, qui est un mode collaboratif d'une puissance absolument extraordinaire par rapport au système précédents que nous avons connus et dans lesquels j'avais moi-même été éduqué, du type command and control. Hein, il y a un général, des colonels, des capitaines, des hommes de troupes, et après, une fois que le concept stratégique est clair, on décline ça en concept tactique et on envoie le monde Internet, les partenariats, les coalitions, les réseaux ne fonctionnent pas comme ça. Et je trouve qu'il y a, y compris en matière d'études ou d'analyse de la gouvernance globale, des pistes à explorer en regardant tout simplement les faits, sans partir de concepts préétablis, en regardant les faits. Et peut-être d'ailleurs, la technologie qui est à la base de cette globalisation, les instruments qu'elle permet aujourd'hui, seront-elles, peut-être, seront-elles, celles qui offrent des solutions pour maîtriser un certain nombre de ses effets, pour maîtriser sa gouvernance, dans un monde qui en a bien besoin. Voilà, donc je conclurai en disant que sur ces sujets, il y a un très vaste champ d'études, de recherche, ça bouge à toute vitesse. Hein, il ne faut plus regarder ces questions comme je les ai regardées quand je faisais mes études, comme je les ai regardées dans les cours ou les prestations académiques que je faisais encore il y a 10 ou 20 ans, qui étaient au fond un peu des conceptions de chimistes. Hein, une dose de ci et un peu de ça, et puis les bonnes conditions de température et de pression, alors la gouvernance globale, ça va se produire. Je ne crois pas que ce soit la bonne démarche, je ne crois plus que ce soit la bonne démarche, je pense qu'on est plus dans le domaine de la biologie, on est plus dans le domaine de phénomènes qui vont se produire, il y en a qui marcheront, il y en a qui ne marcheront pas, on saura d'ailleurs pas toujours très bien pourquoi ce qui a marché, et pourquoi ce qui n'a pas marché, mais il faut avoir l'œil du biologiste pour, à mon avis, entrer dans cette question, et surtout, et c'est mon point final, ne pas louper, comme à mon avis ça a été fait trop longtemps dans l'analyse de la globalisation, de ses effets, de sa maîtrise, de sa gouvernance, ne pas louper peut-être l'essentiel qui est le côté imaginaire. Notre monde, vu du point de vue de la rationalité, n'a plus de frontières. Et s'il en a encore quelques-unes, elles sont en train de disparaître définitivement. Donc, dans les faits, dans ce qui fait les artefacts, dans ce qui fait le matériel, il n'y a plus de frontières. Les frontières, elles sont dans la tête. Les frontières, elles subsistent parce que
en partie pour des raisons identitaires, qui, pour certaines d'entre elles, sont tout à fait nobles, ne sont pas forcément bien exploitées par tel ou tel mouvement populiste, mais pour l'ensemble, l'identité, ça fait partie de la dignité pour un humaniste. Posséder une identité, être capable de la décliner, c'est quelque chose de fondamental. Et il y a encore beaucoup de gens sur cette planète pour qui identité implique frontières. Alors on peut penser qu'ils se trompent, mais la réalité de perception politique est là. Et c'est là que je crois, et c'est le conseil opérationnel, si je puis dire, que je donne à vos professeurs, à cette université, à ce nouvel institut auquel je souhaite évidemment bonne chance. N'oubliez pas toutes les sciences humaines, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, qui en général n'ont pas été convoquées, comme disent les intellectuels, dans ces questions. On a fait beaucoup d'économie, on a fait du droit, on a fait de la science politique. N'oubliez pas ce versant des choses. Je pense que ceux et celles qui l'intégreront dans cette réflexion seront ceux qui probablement feront, à la fin du jour, faire le plus de progrès, et notamment dans ces systèmes de valeurs. Hein, nous ne pouvons pas rester dans un monde où, si vous regardez les grands débats diplomatiques, il y a les gens qui sont sur Mars et les gens qui sont sur Vénus. Hein, les gens qui sont sur Mars vous disent tout ça, c'est des affaires d'intérêt bien compris des États, le concert des nations, tout le reste, c'est de la prophétie totalement onirique. Et puis le monde de Vénus, qui est celui de ceux qui disent « Attendez, on a des valeurs communes, nous sommes tous des hommes, on a tous affaire avec cette nature, on doit décider ensemble de comment on gère tout ça, il faut quelque chose entre les deux. » Et je pense que celles et ceux d'entre vous qui prendront ce sujet via les sciences humaines ont des chances de trouver des choses intéressantes. Merci. Monsieur. Monsieur. Merci beaucoup, Monsieur Lamy, de votre magnifique présentation. Et la dernière recommandation que vous avez faite me permet de vous proposer de faire rentrer la dose personnelle, voire anthropologique, à la gouvernance, pour penser la gouvernance globale. Et quand je dis ça, je pense au travail de Marc Abeles, par exemple, qui a fait sur l'OMC. Et dans cet esprit, je voudrais que vous parliez un petit peu sur cette vertu et cette qualité personnelle et nécessaire qu'il faudrait cultiver pour bien adresser les responsabilités diplomatiques qui exigent une position comme celle de directeur général de l'OMC. Si vous pourrez nous dire 2 ou 3 aspects de vertu ou qualité sur ce sujet, merci. Merci pour cette question, monsieur. Un tout grand merci. C'est probablement une des plus belles leçons inaugurales ou leçons d'ouverture que j'ai jamais entendues. Tout d'abord, une observation sur la fin des frontières. Je me pose la question de savoir dans quelle mesure cette remarque ne s'adresse pas à l'université et à la question des frontières entre les disciplines. Vous avez fait le plaidoyer des sciences humaines et des sciences sociales. Je pense qu'en matière de gouvernance, nous devons aller plus loin et dépasser, aller dans le domaine des sciences exactes et naturelles. Je pense que de plus en plus, nous allons traiter des questions de neurogouvernance, comme on parle de neuroéconomie. Et j'ai une question à propos de l'observation que vous avez faite sur l'absence de transformation de la gouvernance à partir du milieu des années 90. Quelle est l'appréciation que vous portez sur la création des grands partenariats, en particulier dans le domaine de la santé? Je pense au Gavi et à d'autres. Merci. Bien. On va déjà répondre à ces 2 questions. Non, sur la première, vous avez cité Marc Abeles, qui est un des rares anthropologues contemporains. Il se trouve qu'il est français, c'est un des leaders de l'école française d'anthropologie, qui se soit
investi dans ces questions de globalisation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après l'avoir fait venir avec des collègues européens pour analyser la Commission européenne dans les années 90, je l'ai fait venir à l'OMC avec des collègues mondiaux pour s'immerger pendant 2 ans dans notre système, ce qui m'a d'ailleurs valu pas mal de quolibets de la part des diplomates qui soit trouvaient l'idée saugrenue, soit se voyaient mal objet d'examen par des anthropologues. Et pourtant, je suis persuadé que c'est fondamental. Ce qu'ils ont publié, d'ailleurs, à la suite de leur passage à l'OMC, est une esquisse, c'est un début, c'est un travail qui, à certains égards, est inachevé. Mais je suis persuadé que c'est une approche extrêmement féconde parce qu'elle oblige à remonter dans la matrice des perceptions. Et d'ailleurs, j'ai commencé il y a quelques années un travail de très longue haleine avec Marc Abélès avant qu'il ne parte. Il est en Argentine pour l'instant encore pour quelques temps. Un travail qui, sur la base de ce que Marshall Salins, qui est un des grands anthropologues américains contemporains, avait écrit sur l'anthropologie du capitalisme de marché. Ceux d'entre vous qui s'intéressent à cette question doivent lire ce petit livre, un tout petit livre, ça fait 40 ou 50 pages, si mes souvenirs sont bons, qui dissèque dans les origines, les développements de la philosophie occidentale, à partir de Ariston, Platon, jusqu'à la fable des abeilles, Hobbes, etc., qui dissèque la matrice anthropologique du capitalisme de marché. Et on a un projet sur lequel on avance très très lentement qui consiste à voir comment les Chinois, les Indiens, les Africains, et de côté les Latinos parce qu'ils sont vraiment très formatés par la pensée occidentale, ou en tout cas occidentale remaniée nord-américaine, mais comment les Chinois, les Indiens, un certain nombre de pays africains, qu'est-ce qu'ils ont avalé de l'anthropologie du capitalisme de marché en adoptant le capitalisme de marché? Qu'est-ce qu'ils ont pris de ce que ceci implique du point de vue des symboles, des perceptions? Qu'est-ce qu'ils ont pris de cette espèce de thèse de certains anthropologues que le capitalisme de marché, parce que c'est la concurrence, l'intérêt bien compris, etc., c'est une version élaborée de l'anthropophagie. Donc là, il y a des choses qui, à mon avis, sont tout à fait importantes. Simplement, il ne faut pas compter sur les diplomates pour faire ça. Les diplomates sont des entomologues, ce ne sont pas des anthropologues. Et il y a une grande différence entre les deux. Il y a un point commun qui est la curiosité. Il y a un point de différence qui est le cynisme. Et les anthropologues ne peuvent pas être cyniques. Le métier d'un diplomate, c'est d'être cynique. Un diplomate, le bréviaire du diplomate, c'est ton pays n'a ni ami éternel, ni ennemi éternel, et donc tu dois jouer ta carrière à l'intérieur des méandres de ces complications. Mais je suis persuadé que le filon anthropologique est essentiel à la compréhension de la mondialisation. Ce que j'ai dit de l'arrêt des progrès de gouvernance classique au milieu des années 90 ne s'applique pas. Ce que j'ai dit sur le sida, je crois, le montre. C'est une autre forme d'approche. Ça n'est pas du droit international public. Il y a une organisation internationale qui s'appelle ONU-SIDA, mais évidemment, elle a ne serait-ce que l'étude de ces rapports entre elle et l'Organisation mondiale de la santé du point de vue des territoires, des pouvoirs, de l'influence, ça n'a vraiment marché. Ça a été, ONU-SIDA a été un très bon catalyseur, mais d'une énergie qui venait d'ailleurs.
hein. ONU-SIDA n'a pas créé l'énergie qui a fait qu'on a commencé à s'attaquer sérieusement au problème des sida. Et des alliances comme le Gavi, comme son nom l'indique, c'est une alliance, c'est un partenariat. C'est des États, des entreprises, des structures qui ne sont pas des structures westphaliennes classiques, qui se coalisent pour leurs intérêts bien compris, mettre en œuvre des choses qu'au fond, ils ont tous intérêt à faire avancer, pour une raison ou pour une autre, en dehors de structures étatiques. Et d'ailleurs, c'est une formule qui, à mon avis, est pleine d'avenir. J'ai présidé depuis 2 ans une commission mondiale qui a été montée par l'Oxford Martin School, qui était un nouveau collège à Oxford totalement pluridisciplinaire, dans lequel il y a le ministre chinois du plan, le ministre indien qui s'occupe de ce projet de carte d'identité, Ariana Huffington, Zolik, Trichet, enfin des grandes célébrités, précisément sur cette question, en regardant les défis du futur, qu'est-ce qui fait qu'on en sait beaucoup et qu'on en fait peu. Et on a analysé, justement, pourquoi le sida, ça marche pas trop mal, et pourquoi la surpêche dans les océans, c'est totalement loupé. Oui, on a essayé d'isoler les ingrédients du succès et de l'échec. Et dans les recommandations qu'on va faire, le rapport doit sortir le 16 octobre avec un certain battage médiatique. Dans les recommandations qu'on fait, qui sont assez variées d'ailleurs, qui ne sont pas toutes totalement un jardin à la française, il y a notamment ces idées de coalition. Par exemple, sur le changement climatique, nous proposons une formule qui s'appelle 20-30-40. 20 pays, 30 multinationales, 40 villes. L'idée étant que si ce groupe-là décide de se mobiliser pour réduire les émissions de CO2, on ira probablement plus vite que par la énième conférence des Nations Unies où on se bat sur un quart de micron par-ci ou un quart de micron par-là. Donc je crois beaucoup, personnellement, à l'avenir de ces alliances totalement improbables il y a 20 ou 30 ans, ne serait-ce qu'en raison de ce que j'ai indiqué à la fin, qui est le potentiel des réseaux, la puissance, le potentiel de puissance de coalition, d'énergie, et notamment parce que ces réseaux mobilisent ce que les États ne mobilisent pas, ou mal, c'est-à-dire du goodwill. J'en ai fait une expérience, on ne va pas prendre trop de temps, mais que je vous livre en 1 minute, à l'OMC, quand j'ai lancé cette idée de mesure du commerce international en valeur ajoutée, pour sortir des mesures classiques qui sont les volumes à chaque fois que quelque chose traverse une frontière, on augmente le compteur du commerce international. Bon, c'était bien quand on produisait des choses dans un pays puis on exportait dans un autre. Maintenant que tout est produit dans 36 pays, ça fait un bazar épouvantable dans les statistiques, on compte 5 fois la même chose. Bon. Et donc, il faut en venir à faire ce qu'on a fait comme pour la mesure du PNB, des sommes de valeur ajoutée. Bon. Problème statistique, un peu compliqué, parce qu'il faut faire des tableaux d'input-output. J'avais imaginé, au départ, il y a 4 ans, un système de command and control. Hein, donc moi, j'étais le général, j'avais besoin de colonels, un comité de pilotage dans lequel il fallait mettre des statisticiens, parce que sinon, ils allaient être contre, donc il fallait que je les mette de mon côté, mais aussi des gens... Bon, le temps, c'est-à-dire en gros 1 an, pour que je mette en place mon système de command and control, le truc était parti sur Internet. J'ai jamais mis en place mon système, mon comité de pilotage, jamais. Le truc était parti, l'Université de Groningue, la Banque centrale de Corée, International Trade Commission aux États-Unis, qui n'a surtout pas demandé la permission de la Maison-Blanche pour faire du bricolo statistique parce que ça les amusait, ça les intéressait. Il y a eu un énorme goodwill de tas de spécialistes et on est arrivé avec, il est vrai, le concours de l'OCDE et puis les troupes statistiques que j'avais à l'OMC. En 3 ans, on a sorti la première volée qu'on n'ait jamais sorti sur la mesure du commerce international de valeur ajoutée, qui dit des choses
fondamentale sur ce que c'est que le commerce international aujourd'hui, et notamment, par exemple, la proportion des biens et des services. Bon. Ça a été une révolution, d'un certain point de vue, et cette révolution s'est opérée sur un mode de gouvernance qui n'était absolument pas le mode classique. Bon, et donc, je trouve que là, il y a des choses à observer et il y a des choses à faire. Et profitez de votre fraîcheur, si je puis dire, dans ces disciplines pour regarder ces faits récents et nouveaux. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à en apprendre. Merci de ces réponses. L'heure avançant, j'ai promis de libérer la salle à 8h30. On va prendre une dernière question, brève, du professeur René Schwock, qui est notre directeur des études européennes. Pourriez-vous dire un mot sur les négociations entre les États-Unis et l'Union européenne sur un espace économique transatlantique? Alors, plus précisément, est-ce que c'est faisable, à votre avis? Deuxièmement, est-ce qu'il y aura une nouvelle gouvernance qui pourrait être un modèle qui pourrait sortir de ces négociations? Et puis, troisièmement, quelles sont les implications pour l'OMC, la philosophie de l'OMC? Est-ce que c'est bon pour l'OMC ou est-ce que c'est mauvais pour l'OMC? Bon, j'ai décidé et informé le Conseil général de l'OMC en juillet dernier que je ne prendrai pas la parole publiquement sur des sujets sensibles ayant rapport aux questions de commerce international pendant 1 an par égard pour mon successeur. Donc je veux bien faire ça en cercle fermé, mais je ne le fais pas en cercle ouvert. Donc je ne répondrai pas précisément à la question précise que vous avez posée, simplement pour dire que, du point de vue de la gouvernance, c'est un animal totalement classique. Il a, disons, le même format juridique que lorsque le roi de Crète a signé le premier traité de commerce avec le pharaon égyptien. C'est un traité de commerce dans lequel ça m'arrange que tu fasses ça, ça t'arrange que je fasse ça, bah, on va discuter un bon coup, et puis ensuite on mettra nos obligations réciproques dans un papier, et puis on va signer, et puis tu seras lié par ça. Et donc de ce point de vue-là, c'est un truc ultra classique. La vérité économique étant qu'il y a un énorme potentiel d'ouverture de commerce transatlantique qui est, sous certaines conditions, un gros potentiel de croissance, et disons, les États-Unis en ont besoin, et l'Europe encore plus que les États-Unis dans les années qui viennent, mais ce potentiel réside dans les questions de divergence réglementaire, que j'évoquais tout à l'heure rapidement. Est-ce qu'on met des hormones dans la viande? Est-ce que les ratios de fonds propres des compagnies d'assurance sont calculés comme ci ou comme ça? Est-ce que les normes d'émission des voitures, elles sont comme ci ou comme ça? Est-ce que les pots catalytiques doivent être à l'avant, à l'arrière? La taille des pare-chocs des voitures, est-ce que ça doit être en haut, en bas? Qui sont des questions épouvantablement complexes dans lesquelles, de chaque côté de l'Atlantique, il y a des myriades de régulateurs qui, en général à juste titre, sont persuadés qu'ils ont la meilleure technique de protection du consommateur, de sa santé, du conducteur, du piéton, des animaux, des fleurs. Bon. Et donc, on aborde, si vous voulez, de ce point de vue-là, ça ne peut pas être un traité classique où l'essentiel est dans la réduction. Alors, il y a encore des droits de douane importants aux États-Unis sur la chaussure, sur le textile, sur les aciers spéciaux, sur les céramiques. La Thaïlande paie plus de droits de douane aux États-Unis que la Grande-Bretagne, par exemple. Bon, c'est a priori un peu curieux, parce que forcément, la Thaïlande, ils exportent du textile et des chaussures et des fringues et des tissus qui sont... Bon, il y a encore quelques petites choses de ce type, mais ce n'est pas l'essentiel. Et donc, il va falloir aborder cette question de convergence réglementaire qui est une question
d'harmonisation, de convergence des préférences collectives. Si on veut que les voitures soient les mêmes des deux côtés pour faire des économies d'échelle, ce qui fait plein de sens, parce que s'ajuster à des prescriptions techniques différentes, ça coûte très cher. Si on veut que les procédures de mise en marché des médicaments, qui sont des trucs réglementairement extraordinairement compliqués, à juste titre, parce qu'il faut quand même vérifier qu'on ne met pas des choses qui tuent les gens plutôt que de les soigner, mais tout ça, aujourd'hui, c'est très très différent. Pour ne pas parler d'une culture réglementaire qui est assez profondément différente. Aux États-Unis, on autorise tout ce qui ne fait pas de mal. En Europe, on interdit tout ce qui n'a pas montré tout ce qui n'a pas montré faire du bien. Et donc, les marges d'approche, les marges de sécurité, les zones de tolérance sont très très différentes. Donc on entre là dans quelque chose qui est de nature commerciale, effectivement, mais qui est un continent. Il s'agit un peu de faire en transatlantique ce que les Européens ont décidé de faire avec le marché intérieur. Les Européens, dans les années 90, sont passés du marché commun, qui était une zone de libre-échange, il n'y avait plus de droits de douane, à un marché intérieur qui était une zone d'ambition, d'homogénéité réglementaire. Il s'agit de faire la même chose. Les Européens ont commencé ça dans les années 90 et ils ont fait à peu près dans 60% du chemin. On est en 2013. Ça fait faire 25 ans de ça. Quel est le niveau d'ambition de l'harmonisation transatlantique? Ils ne l'ont pas dit, ce qui est normal pour des négociateurs. Combien de temps ils mettront pour arriver à ce niveau d'ambition? Question. Je pense qu'il y a effectivement une source d'efficacité et de croissance. Je pense que ça prendra du temps, et je n'ai même pas parlé du syndrome français de l'exception culturelle. Bien, nous terminerons sur ce non-dit de l'exception culturelle. Je retiens quand même quelques termes intéressants et inattendus sur nos études globales. L'anthropologie, certainement un champ à explorer, l'énergie politique, l'imaginaire du monde global, puisque le recteur est là, je vais bientôt lui demander une chaire sur l'imaginaire du monde global. Je pense qu'effectivement, il y a des choses inattendues qui ont été dites, et tant mieux. Le but des universités, c'est précisément d'explorer ce que l'on ne connaît pas encore, ce que l'on n'a pas encore pensé. Merci beaucoup à Pascal Lamy, merci beaucoup à vous tous d'avoir été ici. Et comme je l'ai dit, il y a un apéritif, même si l'heure est un peu tardive, au rez-de-chaussée du bâtiment pour inaugurer notre Global Studies Institute. Merci. Non, merci à vous.